Situé au large des côtes africaines et bercé par l'océan Atlantique, l'archipel des Canaries jouit d'un climat à l'éternel printemps. Destination de vacances pour des millions de touristes européens, ces îles espagnoles offrent bien des surprises à qui prend le temps de les parcourir. Avec des paysages grandioses, une architecture traditionnelle chargée d'histoire, des villes et des villages pittoresques, mais aussi avec ses traditions, toujours bien vivantes, et marquées par un savant mélange des cultures. Ces terres insulaires ont été forgées par une activité volcanique toujours en cours sur certaines îles, et avec laquelle les Canariens ont dû apprendre à vivre. Des sables noirs de Lanzarote, aux ravins escarpés de la Gomera, des volcans actifs de La Palma, aux rivages apaisants de Tenerife et de Fuerteventura, embarquons pour 5 des 7 îles des Canaries, à la découverte d'un archipel né du feu et bercé par l'océan. À moins de 2 heures de vol de Madrid, l'archipel espagnol des Canaries fait partie de la Macaronésie. Nous allons visiter 5 des 7 îles principales que compte l'archipel canarien, situé à seulement une centaine de kilomètres des côtes africaines. L'île de La Palma. Ses habitants la nomment Isla Bonita, la belle île. Il est vrai que la nature a su se montrer généreuse avec cette terre de seulement 700 km². Située à l'ouest de l'archipel, La Palma présente des caractéristiques environnementales uniques qui lui ont valu d'être déclarée réserve de biosphère par l'UNESCO. L'un des sites naturels majeurs de La Palma se situe au nord de l'île. La caldeira de Taburiente est une spectaculaire dépression de 6 km de diamètre aux parois abruptes, s'élevant par endroits à plus de 2000 mètres. Cette immense dépression est une caldeira que les volcanologues relient à un ancien stratovolcan qui recouvrait alors entièrement la zone il y a 500 000 ans. Son explosion fut, semble-t-il, cataclysmique et créa cet immense édifice volcanique aux proportions gigantesques. Le long des parois alternent anciennes coulées de lave et dépôts de cendres. Des remontées de magma ont fissuré les couches de roches pour se frayer un passage. Aujourd'hui à l'air libre, ces dikes balafrent les versants et forment par endroits des lames de roche de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le point culminant de la caldeira de Taburiente se situe au belvédère de Roque de los Muchachos, à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa position géographique et son altitude au-dessus des nuages en font un site reconnu dans l'hémisphère nord pour l'observation du ciel nocturne. C'est là qu'en 1985 s'est installé un important complexe d'astrophysique, accueillant les instruments européens d'observation de premier ordre, tels que le Grand Télescope Optique Infrarouge, situé au Grand Observatoire des Canaries. Découvrir le Roque de los Muchachos, entre ses parois vertigineuses et ses crêtes abruptes, procure une sensation de vertige. Mais le spectacle est au rendez-vous.
L'activité volcanique sur La Palma a créé des sites naturels assez improbables. Sur la côte occidentale, l'un d'eux est accessible aux beaux marcheurs. Blotti au pied d'imposantes falaises, un village a trouvé refuge au creux d'une cavité aux proportions hors normes, ouverte sur la mer. Il s'agit du Porris de Candelaria. Porris signifie port naturel. Candelaria étant le nom de la patronne des îles Canaries et pour l'occasion, la protectrice de cette gigantesque cavité, de la mer et du ciel qui s'y reflète. Le site, connu depuis longtemps par les aborigènes, a très vite été utilisé par la population européenne des villages alentours. Avec un littoral au relief abrupt, le Porris était le seul lien direct avec le monde extérieur. Un lien maritime éminemment vital pour les habitants de cette côte. Les maisons n'apparurent que tardivement au XXe siècle, pour devenir de nos jours un lieu de villégiature prisé par la population locale qui s'y est installée. La Palma est assurément une terre née et modelée par ses volcans, et les traces de ces éruptions passées sont nombreuses. Tout au sud de l'île, proche de la pointe de Fucaliente, d'anciennes coulées de lave témoignent de l'éruption en 1971 du volcan Teneguilla. Les coulées ont rejoint les rivages et créé des plateformes, de nouvelles terres gagnées sur la mer. Très vite, les hommes y installèrent leur culture de bananes sous serre. Cette éruption n'eut pas d'impact majeur pour les habitants, la zone où elle se déroula étant pour l'essentiel déserte. « 40 ans ont passé, et La Palma a dû faire face à un nouvel épisode volcanique. Le 19 septembre 2021, une série de tremblements de terre de forte intensité annonce la formation d'une nouvelle bouche éruptive. Le volcan Cumbre Vieja s'est réveillé, n'épargnant cette fois-ci ni les habitations ni les cultures. En 3 mois de forte activité, 1200 hectares de terre ont été recouverts par les laves s'échappant des flancs du volcan. Cette éruption de type strombolien dura 85 jours, au cours desquels 3000 bâtiments, maisons, fermes, écoles et églises auront été emportés par les coulées de magma et les retombées de cendres. 7000 habitants auront été déplacés pour être mis à l'abri. Cette fois-ci, l'île de La Palma a payé le prix fort. Mais ses habitants, fatalistes, n'échangeraient leur île pour rien au monde. Ils ont appris à vivre avec la menace et à en accepter les coups.
Sur l'autre versant de l'île, et grâce à son ambiance apaisante, Santa Cruz de la Palma est un petit havre de paix. Cette ville agréable et coquette de bord de mer est doucement bercée par les alizés. Rattachée à la couronne d'Espagne à la fin du XVe siècle, la ville se développa grâce à son port, idéalement situé sur la route des Amériques. Comptoir commercial d'importance, Santa Cruz de la Palma rivalisait alors avec les ports de Séville et d'Anvers. Toute cette richesse allait immanquablement attiser les convoitises, et la ville subit à plusieurs reprises l'attaque des pirates. Il subsiste de l'ancien système défensif de la ville plusieurs bastions, comme celui du Real Castillo de Santa Catalina, à l'architecture militaire caractéristique de la fin du XVIe siècle. Au cœur de la vieille ville, le style Renaissance des façades témoigne de la prospérité qu'a connue Santa Cruz. Sur la place d'Espagne trône l'église El Salvador. On y découvre une fontaine datant de 1588, la maison Monteverde de 1638 et le palais aux arcades de 1553, abritant aujourd'hui l'hôtel de ville et qui possède un remarquable plafond en bois à caisson. Côté océan, un lait de mer permet d'accéder à une longue plage de sable noir. Et c'est sur l'avenue maritime que sont situées les belles demeures traditionnelles aux balcons de bois travaillé, typiques des Canaries. À une soixantaine de kilomètres à l'est de La Palma, l'île de la Gomera est l'une des plus petites îles de l'archipel canarien. La Gomera est née d'un ancien volcan sous-marin datant de 10 millions d'années. L'érosion a joué son rôle de sape, usant, rabotant et creusant de profonds sillons. Des barrancos, sortes de grandes balafres fortement encaissées, naissant des hauteurs et rejoignant les rivages. Sur la Gomera, les paysages sauvages de l'île sont partout accessibles, que l'on soit motorisé ou bon marcheur. Visible à l'intérieur de l'île, le monument naturel de Los Roques est composé de plusieurs rochers gigantesques, dont l'emblématique Roque Agando. Vestige d'une ancienne chambre magmatique qui n'a jamais percé la surface, cette énorme masse de roches émerge à présent de la forêt à plus de 250 mètres de hauteur et marque majestueusement l'entrée du parc national de Galaronay. Les alizés soufflent sur les hauteurs de l'île, favorisant la formation d'une brume drapant quotidiennement les reliefs. Le taux d'humidité régnant à cette altitude a favorisé la préservation d'une forêt unique et remarquable, la laurisilve. La laurisilve de la Gomera est l'une des plus vieilles forêts au monde. Véritable relique des temps préhistoriques, cette forêt de laurier date du Tertiaire et a trouvé ici, à 1200 mètres d'altitude, son ultime refuge. Est-ce ses origines préhistoriques qui en sont la cause? Il se dégage de ce sous-bois une ambiance très particulière. Si l'on s'y attarde, on découvre alors que certaines plantes sont atteintes de gigantisme, comme ce pissenlit, de 2 mètres de haut. Garant de la préservation de l'une des forêts les plus rares de la planète, le parc de Galaronay est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Gomera possède un relief très accidenté, et cela a influencé le déplacement des hommes qui l'ont peuplée.
Pour simplifier leur déplacement à travers ces reliefs escarpés, les bergers utilisent encore un long bâton de bois. Le saut du berger, ou saut canarien, fait ainsi partie du patrimoine culturel de ces îles, et son origine aborigène est attestée par de nombreuses références historiques. C'est encore une pratique traditionnelle que les hommes utilisent particulièrement à La Gomera. Sebastián Mendoza est originaire de Valle Grande Rey. Avec les membres de l'association Ruliata Monerque, il s'attache à faire vivre la tradition du Salto del Pastor. Ce bâton est notre outil de travail, ou de sport, selon comment on l'utilise. Ici, nous l'appelons Astia. Sur d'autres îles, on le nomme différemment. Il peut être appelé lance ou garroté. Il est aussi appelé asta dans beaucoup d'endroits. Il est généralement fabriqué en bois de hêtre, de frêne ou en bois de chêne. Là, c'est le regaton, une partie en fer. C'est une protection lorsque vous plantez l'astia pour que le bois ne soit pas abîmé par les pierres. Sa hauteur peut varier, elle peut être de 3 mètres, 3 mètres 30, 50, 60, jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 20, selon la zone. À La Palma, elle est plus grande à cause des hauteurs dans la caldeira. L'origine du saut du berger est très ancienne. Nous ne savons pas quand exactement il est apparu, mais c'est très ancien. Le bâton était beaucoup utilisé par les bergers sur nos terres ici, mais aussi sur d'autres îles. Ils l'utilisaient pour suivre le bétail dans les pentes, les falaises, autrement dit, pour surveiller les chèvres et les moutons. Il a depuis longtemps été utilisé ainsi, et jusqu'à aujourd'hui, sa pratique a été maintenue. Sur toutes les îles de l'archipel, le saut du berger est encore pratiqué, et nous œuvrons pour conserver cet héritage de nos ancêtres et qu'il perdure encore longtemps. Le TID, point culminant de l'Espagne. Ce stratovolcan de 3715 mètres d'altitude domine toute l'île de Tenerife. Son sommet, enneigé en hiver, ne doit pas faire oublier qu'il s'agit là de l'un des plus imposants volcans au monde et reste à ce titre sous étroite surveillance. Car le monstre n'est qu'en sommeil et rien ne préserve les habitants de l'archipel d'un réveil soudain. Sa dernière éruption remonte à 1909, où, durant une dizaine de jours, s'écoula de son flanc nord-ouest une lave liquide et visqueuse. Fort heureusement, elle resta circonscrite aux zones sauvages et ne provoqua aucun dégât. Au pied du TID, la caldeira de Montana est une vaste dépression de 140 km². Elle correspond à l'effondrement d'un ancien cône volcanique qui recouvrait entièrement la zone. Perchée à 2000 mètres d'altitude, cette plaine battue par les vents accueille une biodiversité végétale aussi rare que précieuse. Aux côtés des genêts du TID et des giroflées, fanés en hiver, les pins canariens endémiques de l'archipel sont les seuls arbres poussant jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ces conifères savent tirer profit des moindres brumes et brouillards qui les traversent, en captant l'humidité grâce à leurs longues aiguilles. De nombreux sentiers balisés sillonnent le parc au milieu d'un décor quasi lunaire.
Lorsqu'il n'est pas fermé en raison d'importantes chutes de neige, un téléphérique permet d'accéder sans effort jusqu'au sommet du TID. Quitter les hauteurs de l'île par le versant nord permet de rejoindre la petite ville de La Orotava, la plus ancienne cité de l'île de Tenerife, fondée au XIVe siècle par les colons espagnols. Au cœur de la vieille ville, l'église Notre-Dame arbore une façade en pierre de lave, richement ornée, de style baroque. Sur ses côtés, 2 tours surmontées d'un clocher s'élèvent à 24 mètres de hauteur. Le surprenant balcon en fer forgé de sa façade rappelle que la Orotava abrite les plus belles demeures traditionnelles de tout l'archipel. Dans la vieille ville, les grandes maisons seigneuriales affichent ostensiblement leurs façades ornées de balcons richement travaillés. Ces balcons tirent leur origine d'Andalousie, mais aussi du Portugal. Fabriquées avec le cœur résineux du pin canarien, appelé théa, ces maisons ont traversé le temps grâce à la très grande résistance de ce bois local. Les balcons de la Casa de los Balcones datent de 1632. Le patio intérieur de cette demeure est une véritable œuvre d'art, tant par l'architecture que par la décoration de ces balcons sur 2 étages. À l'intérieur, tout est d'origine, des parquets des salons au plafond à caissons. La maison des balcons est un des plus bels exemples de l'architecture traditionnelle des Canaries. Parmi les bâtiments historiques que compte la Orotava, il y a des moulins, qui étaient utilisés pour moudre les grains de millet, de blé ou de maïs, alors à la base de l'alimentation des Iliens. La farine de gofio est l'aliment incontournable de la gastronomie canarienne. Cette farine de céréales grillées puis moulues est un héritage direct des Guanches, les premiers habitants de l'île. La maquina est l'un des rares moulins toujours en activité sur l'île, comme nous l'explique Alexis Garcia. D'abord, le grain arrive, il est sélectionné et nous le grillons dans le four. Puis, nous attendons 24 heures pour qu'il refroidisse. C'est le processus conventionnel. Il y a d'autres moulins qui ont des refroidisseurs, mais nous ne faisons pas ça ici. Nous le faisons de manière traditionnelle. Après 24 heures de refroidissement, nous le passons au moulin pour obtenir le gofio. Il peut être fait à partir de n'importe quelle céréale ou légumineuse, de pois chiches, de lentilles, d'avoine comme ici. Nous en avons de nombreuses variétés. Autrefois, les moulins étaient actionnés par la force de l'eau. L'eau descendait en parcourant le canal et passait par les 13 moulins du village. Elle arrivait ensuite au dernier, ici en bas. Mais maintenant, nous utilisons l'électricité. Ici, il y a encore la première turbine qui était actionnée par l'eau et qui générait de l'électricité. C'est d'ailleurs l'origine du nom que porte le moulin, car c'est la première machine à être arrivée à la Orotava. Sur l'île, la première vigne fut probablement plantée par le Portugais Fernando de Castro en l'an 1497. Durant les siècles qui suivirent, la production des vins de Malvoisie fut l'une des principales économies de l'île. Le phylloxéra n'ayant jamais touché l'archipel, on peut y trouver des vignes centenaires, héritage des cépages traditionnels entretenus par des générations de vignerons. Au domaine Museo de Malvasia, c'est Mariceli Adan qui est en charge de la vigne.
Nous sommes ici dans un vignoble unique au monde, car ici nous travaillons sur un système de taille appelé cordon tressé, ou rastra en espagnol, et qui produit des vins originaux. Comme je le dis toujours, le vin est une affaire de sol, de climat, et bien sûr de variété, mais c'est aussi la main de l'homme, ou de la femme dans mon cas. Ces pieds de vigne de cordon tressé datent de 160 à 170 ans. N'ayant aucune trace de culture au-delà de cette date, nous estimons que ce système a été mis en place ici il y a 160 à 180 ans. Cette technique trouve ses origines par nécessité à cause du type de sol et du relief de la région. L'archipel n'ayant pas été atteint par le phylloxéra, nous plantons toujours nos vignes franches de pied. Cela signifie que nous pouvons prendre un sarment et le planter directement dans le sol. Nous n'avons pas besoin de porte-greffe comme dans le reste de l'Europe pour que la plante se développe, comme c'est le cas dans la péninsule espagnole ou n'importe où ailleurs dans le monde où la vigne a besoin d'être greffée. La commune d'Icod de Los Vinos porte bien son nom, car ici le vin de Malvoisie y est célébré chaque année à la Saint-André. Au musée de la Malvasia, chez Hermorenes Vera, on sait recevoir les visiteurs. La Malvoisie que nous utilisons est la variété de raisins aromatiques présents uniquement à Tenerife et sur l'île de La Palma. Ce cépage est arrivé aux îles Canaries à la fin du XVe siècle. William Shakespeare a parlé des vins des îles Canaries une quarantaine de fois. Il faut tenir compte du fait qu'il vivait à la fin du XVIe siècle, comme Manuel Kahn, John Lunge ou Walter Scott. Nous avons ici des habits de l'époque de Jacques Casanova, qui avouait dans son journal intime utiliser les vins doux des îles Canaries pour conquérir les femmes. Et nous avons aussi l'image de l'impératrice Catherine la Grande, car comme l'histoire le raconte, elle commençait la journée avec un verre de vin des Canaries. Nous sommes en train de faire rôtir des petites châtaignes pour la fête de Saint-André. Vin rouge et châtaigne sont caractéristiques de cette journée. Des petites châtaignes avec un peu de vin rouge. C'est typique des îles Canaries à la veille de la Saint-André, qui est le saint patron des vignerons et des récoltants lors de la fête du vin que nous avons ici à Tenerife. Icod de Los Vinos. Le village est connu bien au-delà des frontières de l'île pour abriter un véritable monument végétal. Le plus grand et le plus vieux spécimen de dragonnier connu au monde, âgé de plus de 800 ans. Les dragonniers ne sont pas vraiment des arbres, mais des plantes géantes apparentées au groupe des asperges. Cette bizarrerie de la nature doit son nom de sang dragon à la couleur de sa résine, rouge vif comme le sang, s'écoulant lorsque son écorce est incisée. Situé dans le jardin botanique d'Icod, ce dragon millénaire est un emblème pour toutes les îles des Canaries. À Icod, le 29 novembre, on célébrait traditionnellement l'ouverture des caves. Désormais, cette journée donne lieu à une fête populaire originale, connue sous le nom des Tablas de San Andrés. Cette journée festive trouve ses origines à l'époque du vin nouveau, lorsque les vignerons faisaient dévaler leurs grands fûts de bois à travers les rues d'Icod, depuis les terres hautes et agricoles jusqu'au bord de mer pour les nettoyer. Cette sorte de transhumance de gros barils, passant par les rues en pente d'Icod, devait alors être très chaotique, bruyante et assez spectaculaire.
Bien que les tonneaux ne soient plus transportés ainsi aujourd'hui, ces qualificatifs sonnent fort à propos, car lors de cette journée festive, il est possible, et même encouragé, de venir dévaler les rues les plus pentues du village sur des luges improvisées. Pour l'occasion, les enfants de la commune n'ont exceptionnellement pas école. Les plus jeunes peuvent ainsi pratiquer ces glissades urbaines en toute sécurité dans des rues fermées pour l'occasion à toute circulation. La planche est faite en métacrylate et vous ajoutez quelques barres pour la tenir et la freiner. Parfois vous mettez aussi une éponge pour les fesses pour que ça fasse pas mal quand vous allez sauter. Et c'est tout. Ainsi, les plus jeunes sont bien encadrés et les pentes choisies à leur niveau. Mais il y a une autre catégorie, plus sportive celle-ci. Là, on ne joue plus dans la même cour et le but recherché est clairement l'excès de vitesse. Mais toujours dans la bonne humeur. Située dans l'est de l'archipel, au plus près des côtes africaines, l'île de Lanzarote apparaît dans les premières lueurs du jour, comme une terre cuite sous un soleil implacable. De toutes les îles des Canaries, Lanzarote est le point d'orgue, le summum des paysages volcaniques, fabuleux et envoûtant. Longue de 60 km sur 25 de large, sa position à 140 km des côtes marocaines et son faible relief font de Lanzarote une île au climat subdésertique. Dans une grande plaine à l'intérieur des terres, la ville de Teguise a été l'une des premières cités fondées dans les Canaries. Ancienne capitale de l'île, elle abandonne ce statut en 1847 au profit du port d'Arrecife sur la côte. L'ancienne ville seigneuriale conserve un bel ensemble architectural et historique. C'est en 1402 qu'un seigneur normand du nom de Jean de Béthencourt quitte la France pour conquérir les îles de l'archipel. Quelques années plus tard, après sa conquête, alors que le français s'en retourne au pays, Mathieu de Béthencourt, son neveu, endosse le rôle d'administrateur. Ce dernier s'emploie à gouverner et, afin d'apaiser les tensions avec les aborigènes, épouse la fille de Guadarfia, le dernier roi guanchès de l'île. Mathieu de Béthencourt donnera à la petite cité royale qu'il fonde en 1418 le nom de son épouse, la princesse Teguise. Avant de devenir sa capitale, Arrecife était la porte d'entrée de Lanzarote et au début du XVe siècle, l'un des ports les plus sûrs des Canaries. Au cœur de la ville, la lagune marine du quartier de Charco de San Rignès est un petit havre charmant et pittoresque. C'est un endroit tranquille et populaire où se reposent les barques des pêcheurs. Prisé par les touristes pour son décor de cartes postales,
Ces rivages paisibles marquent les origines de la ville. Petite capitale à l'allure tranquille, la douce Arrecife distille une ambiance typiquement espagnole. Autour des rues commerçantes, les ruelles étroites et les places bordées d'arbres offrent autant d'oasis de fraîcheur. Animée, mais à taille humaine, la petite cité possède une longue promenade en bord de mer, très appréciée avec sa plage de centre-ville. Seul le Grand Hôtel, l'édifice le plus haut sur l'île, vient quelque peu perturber la ligne d'horizon. Son ouverture en 2004 a fait débat. L'édifice rompt clairement avec la politique en place depuis des décennies qui s'évertue à préserver sur l'île un habitat unifié et surtout le refus d'un tourisme de masse. Dans le prolongement de la rue Réal, le pont de Las Bolas permet de rejoindre le Castillo San Gabriel situé sur un îlot. La forteresse, lourdement armée, servait à repousser les attaques des pirates. L'édifice bâti en pierre de lave abrite aujourd'hui le musée d'histoire d'Arrecife. C'est au bord de la lagune qu'a grandi le plus célèbre artiste des îles Canaries, César Manrique. Artiste accompli, il était tout à la fois peintre, sculpteur, mais également architecte, et fut un ardent défenseur de la nature sauvage et de l'identité culturelle de Lanzarote, son île natale. Au nord d'Arrecife, l'une des premières demeures imaginées et créées par l'artiste héberge aujourd'hui la Fondation Manrique. Esteban Armas, architecte et membre de la Fondation, a bien connu l'homme avec lequel il a participé à de nombreux projets. Bueno, en este lugar en el que estamos, la Fundación César Manrique, en su origen, Nous sommes ici à la Fondation César Manrique, qui était à l'origine la maison de César, qu'il a construit sur des bulles volcaniques. Il y a vécu de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il ait l'idée d'y créer une fondation pour y léguer l'ensemble de ses œuvres. Puis, au fil des années, il l'a transformé en musée et est allé vivre dans une autre maison, dans le village d'Aria. César Manrique était un artiste, le principal et le plus important de Lanzarote. Il a commencé comme peintre, sa formation était avant tout picturale, mais tout au long de sa vie, il a évolué et englobé toute une série d'autres activités, toujours artistiques et avant tout liées à l'environnement. César Manrique a eu une influence considérable sur Lanzarote et cela se poursuit à travers la Fondation. Il a eu une énorme influence en mettant en lumière les valeurs culturelles et environnementales de l'île. Il l'a fait connaître dans le monde entier grâce à son travail et dans une certaine mesure, il a permis aux habitants de redécouvrir leur île. Il a su voir sa beauté, notamment à travers les zones volcaniques, la beauté des coulées de lave dont les gens n'avaient peut-être pas conscience au début. César a mis en évidence ces valeurs et leur a donné une dimension universelle en les valorisant et en leur donnant un sens. L'homme vivant avec l'environnement, coexistant avec le volcan. Ses œuvres ont transcendé l'île jusqu'à sa mort en 1992 et ses réalisations ont apporté une identité propre à Lanzarote, mais sont aussi des marqueurs de la relation qu'a eue Manrique avec l'île. Sur les îles de l'archipel, Manrique a su mettre en scène avec génie de nombreux sites naturels, aménageant des points de vue, créant des miradors, sortes de fenêtres ouvertes sur des paysages grandioses, qu'il a su magnifier et rendre accessibles au plus grand nombre. Le Mirador del Rio est l'un de ces sites incontournables.
Il intègre à merveille l'art et la nature, comme le souhaitait Manrique. Située sur les hauteurs de Risco de Famara, au nord de l'île, la construction est perchée à 400 mètres d'altitude et offre aux visiteurs une vue spectaculaire. L'intérieur, sobre, est doté de grands espaces voûtés où prennent place des sculptures monumentales en fer forgé. En accédant aux terrasses extérieures, les visiteurs peuvent contempler un groupe d'îlots, avec au premier rang l'île de la Graciosa, parc naturel aux vastes espaces maritimes et sauvages. Le Mirador del Rio est la visite incontournable de Lanzarote, car elle permet de plonger à cet instant son propre regard dans celui qu'a porté l'artiste sur son île. Manrique possédait assurément un talent immense, rare et par bien des aspects bienfaiteurs. Lanzarote est ainsi un bel exemple de tourisme durable et de respect de l'environnement. Avec l'unité de ses maisons basses aux murs blanchis, ses villes et ses villages tranquilles, où l'on apprécie l'absence totale de panneaux publicitaires. Un littoral accessible, de nombreux sites naturels et des paysages envoûtants ponctuent la visite de cette île canarienne, tout à fait délicieuse. Dernière étape de notre périple, l'île de Fuerteventura. Plus vieille île des Canaries, elle se situe à une centaine de kilomètres des côtes africaines. Cette terre abrite sans conteste les paysages les plus arides de tout l'archipel. L'île possède un littoral sableux, entouré d'eau turquoise. Plus de 150 km de plages de sable blond y sont répertoriées, ce qui vaut à Fuerteventura d'être vue comme la plage des Canaries. Au nord-est de l'île, ces plages se poursuivent dans les terres par un improbable désert miniature. Il s'agit du parc des dunes de Corralero. Une sorte de clin d'œil, rappelant aux touristes leur proximité géographique avec le désert du Sahara. En réalité, ce désert de poche de seulement 26 km² n'a aucun lien avec son grand frère africain. Il résulte seulement du déplacement naturel du sable littoral soumis à la force des vents. Ce vent qui a sculpté l'île a sans doute inspiré son nom de Fuerteventura. Le plus redouté, que l'on nomme la Calima, est un vent d'est, chaud et violent, chargé de sable et de poussière provenant du cœur du désert continental. L'île voit ainsi apparaître ses premiers moulins à vent au XVIIIe siècle, construits sur le modèle des moulins de Castille en Espagne. On en dénombrera près d'1 millier. Ils façonneront durablement les paysages ruraux de l'intérieur. L'eau est alors puisée dans les nappes souterraines et les plaines deviendront agricoles grâce à l'irrigation. Les moulins ont rendu possible le développement d'une agriculture sur ces terres arides. Grenier à blé des Canaries à certaines époques, la vie sur Fuerteventura connaît aussi de terribles épisodes de famine, conduisant à une émigration massive des habitants vers les autres îles, mais aussi vers l'Amérique du Sud.
Ces machines à vent inscrites dans les paysages sont indissociables de l'identité de Fuerteventura. Quitter les plaines pour se diriger vers le sud permet d'atteindre les premières hauteurs. Au début des années 1400, la Macaronésie est habitée par des peuples issus d'Afrique du Nord, d'origine berbère, les Guanches. Fuerteventura était alors séparée en 2 royaumes, dirigés par les chefs de tribus indigènes, Guise et Ayos. Leur statue colossale en bronze semble veiller sur ce territoire qui était le leur. Elles sont l'œuvre de l'artiste Emiliano Hernandez. À quelques centaines de mètres se trouve le belvédère de Morro Velosa, qui offre un panorama complet sur les montagnes et l'ensemble de l'île. À presque 700 mètres d'altitude, la vue est imprenable et permet d'embrasser toute l'île du regard sur 360 degrés. Le site est fréquenté par une espèce animale introduite sur l'île en 1965. L'écureuil de l'Atlas, originaire d'Afrique du Nord, est petit, mais quelque peu envahissant au dire des paysans locaux. Les grands corbeaux, eux, originaires de ces montagnes, ont trouvé là une nouvelle opportunité alimentaire et savent à l'occasion réguler naturellement la population de ce petit rongeur. En poursuivant encore la route vers le sud, on atteint alors le charmant village de Bétancoria, blotti dans une vallée étonnamment verdoyante. C'est à Jean de Béthencourt que l'on doit l'édification de la ville portant son nom. Le Français, alors nommé roi des Canaries, fonde Bétancoria en 1404 pour en faire sa capitale. Elle demeurera un centre de pouvoir jusqu'au XIXe siècle. Sa situation, idéalement reculée dans l'arrière-pays, lui permettait de la prémunir des attaques de l'extérieur. Le centre historique de la petite cité est aujourd'hui classé parmi les plus beaux villages d'Espagne, une reconnaissance largement méritée. Il est agréable de déambuler dans ses ruelles au milieu des maisons coloniales et sur sa petite place de la Fontaine, à l'ombre des grands arbres. Des artisans locaux proposent des sucreries grâce aux amandiers qu'ils exploitent dans les montagnes. De l'eau, du sucre et des amandes. L'eau s'évapore et il ne reste plus que les amandes et le sucre. Maintenant, 2 minutes pour que ça caramélise. Baigné dans une ambiance hors du temps, Bétancoria est une belle étape sur la route du Sud. Pour rejoindre la côte occidentale de l'île, il faut encore traverser le parc rural de Bétancoria. Ici, les paysages présentent une morphologie unique, constituée par des alignements de collines au sommet arrondi et aux pentes douces séparées par de profonds ravins. Cette terre est singulièrement la plus ancienne des Canaries, et sa formation complexe témoigne d'éruptions sous-marines datant de 20 millions d'années. À la faveur d'un spectaculaire soulèvement global de l'île, ces formations géologiques émergèrent alors à l'air libre il y a 12 millions d'années. La côte ouest apparaît enfin, avec au loin les falaises de la presqu'île de Randia, qui annoncent la pointe sud de l'île, bien campée dans l'océan Atlantique. Idéalement situé dans une grande crique de la côte sauvage, le site de La Parede est reconnu pour ses vagues qui attirent ici les surfeurs de toute l'Europe. À l'écart du monde, Fuerteventura est une belle parenthèse pour se retrouver et se ressourcer. Ici prend fin notre voyage.
Situées au large de l'Afrique, ces îles espagnoles sont riches en émotions. Dans les villes historiques et les villages pittoresques, depuis le littoral sauvage jusqu'aux sommets les plus grandioses, des plaines arides ou volcaniques jusqu'au cœur secret de ces forêts primaires. Tout contribue à faire des îles Canaries un archipel aux 1000 visages, né du feu et bercé par l'océan.